depuis la dernière PAC, donc en place depuis le 1er janvier de cette merveilleuse année, je me suis dit, il faut absolument qu'on y retravaille, c'est pas possible, c'est juste absolument incroyable ce qui est en train de se passer. J'étais absolument persuadé que la PAC allait finalement finir par capoter. Et non, elle a pris un nouvel envol. Donc moi, je trouve qu'effectivement, le sujet redevient extrêmement brûlant. Post-confinement, post-Covid, post-convergence des transitions, il y a quelque chose qui revient. Donc moi, je suis ravi de le faire. Et donc, appel aux 5 étudiants de Sciences Po, si vous voulez faire des thèses appliquées avec des PNR, avec des trucs in situ, etc., levez la main. On trouvera forcément un financement pour vous permettre de faire la recherche un peu appliquée, un peu au fond, action, la recherche-action. Les thèses devraient être de la recherche-action. Enfin, en tout cas, moi, je n'encadre plus que des thèses de recherche-action. Donc, pourquoi est-ce que le sujet est intéressant? C'est que... Alors, j'y vais, hein. Après, il y a une petite pause, et après, la deuxième partie de la matinée, c'est comment est-ce qu'on discute de tous ensemble de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis c'est le coup de grâce. Après, non, mais après la pause, c'est ensemble, c'est surtout vous, comment est-ce qu'on peut amplifier l'affaire, et comment est-ce qu'on peut monter en puissance ce que vous faites déjà, c'est extraordinaire, et c'était super de voir tout ce que vous faites, et ô combien il y a de la subtilité, de la finesse mal connue, parce qu'en gros, les choses extraordinaires que vous faites, le corps professionnel agricole ne le connaît pas, ne s'en inspire pas, ça ne diffuse pas, donc, ça diffuse dans d'autres milieux, mais pas là où ça devrait diffuser directement. Donc, amplifions, ça peut être l'ordre du jour de la décennie à venir. Donc, la première chose que j'ai dit aux alumni, c'est qu'est-ce que vous nous racontez agriculture et alimentation? Ça fait longtemps que vous ne produisez plus rien en alimentation, vous n'avez plus rien à voir avec l'alimentation, vous vous êtes fait éjecter de la question alimentaire, qu'est-ce que vous voulez revenir par la porte? Pourquoi est-ce que l'agriculture n'a plus rien à voir, l'agriculture au sens silo de politique publique sectorielle, n'a plus rien à voir avec l'alimentation? C'est qu'ils se sont fait, je dis ils, parce que c'est pas nous, ils se sont fait déposséder à l'amont et à l'aval par des plus gros et des plus puissants qu'eux. Un paysan, non pardon, oh là, il n'y a plus, un agriculteur, un exploitant agricole, un exploitant agricole ne sait pas ce qu'il met dans ses mangeoires, ne sait pas ce qu'il met dans ses seringues, il ne sait rien. Il ne maîtrise rien de la chimie qu'il y a avant lui, mais vraiment plus rien. Moi j'ai fait des enquêtes, c'est juste, je ne sais pas si vous faites la même chose, mais c'est juste ahurissant. Quand on demande qu'est-ce que c'est que le composé de ce produit-là, il dit je ne sais pas, c'est dans mon bon de commande, c'est même pas sur l'étiquette du paquet. C'est un niveau d'industrialisation que même l'industrie n'a pas atteint. Donc à l'amont, ils ne savent pas ce qui se passe. Et à l'aval, personne dit que l'industrie agroalimentaire est juste un pur scandale. C'est un pur scandale. Les IAA sont un pur scandale. Le fait que les IAA dépendent du ministère de l'Industrie, c'est un pur scandale. Le fait que l'agriculture ne soit pas, en tant qu'activité humaine, secteur d'économie, copropriétaire de toutes les IAA, c'est la fin de l'agriculture. Donc il y a plusieurs millénaires de culture, de rapport de nous avec la question agricole, on va résumer, qui est en train de disparaître. Donc moi, c'est juste ça qui est en train de se jouer. C'est civilisationnel. Donc, si ceux qui sont les dépositaires de ce rapport essentiel des êtres humains à la terre, à l'alimentation et à la bonne santé ne font pas leur job, ils doivent disparaître. Et d'ailleurs, ils s'organisent entre eux pour s'auto-disparaître. Ils sont 380 000, vous voyez, je fais exprès de dire ils sont 380 000, et il y aurait environ 200, peut-être 250, peut-être 300 000 machins qui ne veulent pas être à la MSA, mais qui ont une activité effective de production alimentaire. Et qui ne sont pas agriculteurs. Voilà, donc le mouvement, il est déjà en place, il est à bas bruit, et donc on continue à dire augmentation de la taille des exploitations, augmentation des rendements des exploitations, augmentation, alors que la productivité agricole est en chute, enfin d'abord lente, puis maintenant rapide, depuis 16 ans, l'inflexion c'est il y a 16 ans, la balance commerciale agricole de la France est déficitaire si on enlève le vin. Il faut composer avec ça, parce qu'ils sont majoritaires, c'est eux qui tiennent la main sur la politique agricole, et c'est eux qui continuent à faire la politique agricole ce qu'elle est. Donc il faut qu'on compose avec eux. Et c'est là où moi je pense que vous êtes des héros. C'est pas de la flagornerie, c'est pas de la flagornerie, c'est que parmi vous, il y en a encore beaucoup qui essayent, espèrent, souhaitent, croient. Je sais pas quel signe de spiritualité il faut faire. Croire au basculement vers un peu plus de rationalité du monde agricole. Qui parmi vous a un titre chargé de mission agricole? Ou agriculture? Juste agriculture, rien d'autre. Juste agriculture. Haha, yes. Il n'y en a plus que 3. Battez-vous pour ajouter un truc. Qui a agriculture et alimentation? Alors les autres, c'est agriculture et quoi? Durable.
Circuit court. Agriculture durable. Agriculture durable. Ah oui. Agroécologie. 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 Alimentation. Alimentation sans agriculture. D'accord. Agriculture durable et forêt. D'accord. D'autres. Pasteur, ouais. Agriculture et pastoralisme, c'est dans ton titre. Agriculture et circuit court. D'accord. Agriculture et territoire. Oh. Alors, autre chose, d'autres titres liés? Promotion et valorisation des produits agricoles. Ah non, c'est encore plus précis. Mais finalement, si tu me permets, je trouve ça plus juste parce que c'est le seul droit que vous avez. Et c'est peut-être la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que votre forme d'inquiétude sur la légitimité, elle vient d'un truc qui est absolument robuste, qui est super costaud. C'est l'action publique qui s'appelle agriculture. L'État français est dépositaire d'un truc donné par l'Europe. Vous savez que la PAC n'est plus du tout européenne. Hein. La PAC, elle est renationalisée. Elle est parfaitement renationalisée. Donc l'État a récupéré ce qu'il avait donné, donc c'est une espèce de subsidiarité à l'envers non assumée, le truc absolument interdit par tout. Alors, pourquoi il n'y a pas de légitimité à agir en agriculture? Si vous faites une action, vous demandez à votre élu de faire un truc qui est agriculture, la FNSEA, ou n'importe quel OPA dit « moi j'attaque », il gagne. Nous n'avons pas le droit de faire de l'agriculture. Nous n'avons pas le droit de faire quelque chose qui s'appelle agriculture. On n'a pas le droit en droit. Et j'ai beaucoup bossé avec un collègue de juriste qui me dit « mais effectivement, c'est un piège absolu ». Voilà, donc, résumé de mon propos, on ne peut pas faire d'agriculture, c'est mal fait et ça ne va pas tenir très longtemps. Ça va tenir cette PAC, parce que la PAC, elle est faite pour durer ce temps-là. Mais il faut bosser sur la PAC suivante. Moi, je pense que le pari, c'est que la PAC suivante ne pourra pas se maintenir. Là, maintenant, on est à peu près certain, quel que soit le type de gouvernement, vraiment, avec notamment le deal, le Green Deal, hein, l'Europe a décidé que ça serait fini pour la PAC. Et une grande partie des mesures qui sont en train de se basculer en ce moment à l'échelle européenne, la France résiste, et peut-être une belle idée de voir se verdir la PAC des autres pays européens, ce qui fait qu'une fois ça sera un coup parti, quand on va refaire la nouvelle PAC, la France va être enfin minorée et ridiculisée. Donc moi je fais l'hypothèse que ce que vous faites en ce moment, ce que les parcs font depuis longtemps, c'est enfin préparer ce moment-là où il y aura une nouvelle politique publique qui sera vraiment agricole, cette fois-ci, donc vraiment paysanne. Deuxième question, l'alimentation. Jusqu'à maintenant, c'était un non-sujet, malgré la qualité de vos PAT, malgré tout ce que vous avez pu faire les uns les autres, malgré l'envie, ça. Et il y a deux mouvements. Pour moi, il y a deux mouvements qui montrent que la question alimentaire a basculé. Il y a 12 ans, New York dit « je vais produire 20% de mon alimentation à l'intérieur de New York, dans le périmètre de New York ». Et ils font un espèce de méga super PAT, et ils y arrivent. Ils ont même un petit peu d'avance sur leur plan. Donc c'est 2030, à chaque fois je me bourse, 2030 ou 2035, je ne sais plus, mais c'est dans pas longtemps. Ils ont décidé de faire 20% de l'alimentation, donc du maraîchage, de l'arboriculture, des choses, des produits de proximité, faits par des gens de New York, pour des New-Yorkais, à l'intérieur de New York, en utilisant les toits, les façades aveugles, les balcons, etc. C'est une agriculture sans agriculteurs. Ils ont un plan agricole sans un seul machin exploitant agricole. Ils font autrement. Là, a vraiment, alors en France on a très peu entendu parler, mais moi quand je lis les papiers sérieux sur les questions de rapport entre agriculture et alimentation dans le monde, ce travail-là a été très étudié. Donc premier truc. Et deuxième truc, confinement. D'un seul coup les gens disent ah, ils ont vu quoi, que la pénurie dans les magasins, les gens qui faisaient les courses avec les coudes là, avec les bras entiers, ça. Et il s'est passé quelque chose, mais c'est une peur terrible ça. La peur de la famine, c'est ancré dans le bas cerveau là, et quand ça revient, c'est bon pour une génération. Donc nous sommes une génération qui avons eu peur d'un truc, c'est une petite peur, mais ça bascule. Et quand on regarde ce qu'est le rapport des urbains à la question alimentaire, ça a basculé très vite. Alors, donc les urbains ont envie d'avoir quelque chose d'autre dans le rapport à l'alimentation. Donc pour moi, voilà, ça c'est un truc qui est voilà, civilisationnel, qui est anthropologique, c'est anthroposociologique. Et ça, c'est sûr et certain qu'il va falloir leur rendre ce service. Et donc mon sentiment, c'est que le jour où on arrivera à faire une démonstration massive, parce que vous faites très souvent des démonstrations, mais très localisées, très ponctuelles, mais une démonstration massive que agriculture et alimentation n'ont qu'un seul résidu commun, c'est santé publique et santé individuelle. Et quand je dis santé publique, c'est santé du corps, mais c'est santé de la nature, c'est le One Health, le fameux One Health. Et c'est l'idée qu'il faut que les autres soient en bonne santé, pas que nous, il faut que tous soient en bonne santé.
Et donc dans la question agricole, il y a la question de la santé du vivant, et que le pari qu'on a fait quand on est devenu sédentaire, il y a 30 000 ans, 18 000 ans, à peu près, il y a longtemps, le pari sédentaire, c'est de dire on va entretenir une relation saine avec ce qui fait qu'on va pouvoir vivre à un seul endroit. Parce que l'espèce humaine était faite pour être nomade. Donc on a réussi à être sédentaire grâce à un pari avec la Terre. Donc ce pari-là, si on le perd, on perd le principe sédentariste. C'est aussi simple que ça. Donc effectivement, il faut revenir à ça, la pleine santé, la bonne santé de tous, pas que de nous, et la bonne santé y compris des plus pauvres, des plus démunis, ceux qui n'ont pas d'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent pour acheter du bio. Donc ça, pour moi, c'est un truc déterminant de ce qui s'est passé pendant le confinement, et qui va être là. Ça va, on le traite ou on ne le traite pas. Donc Lidl va disparaître, parce que Lidl devient trop cher, va devenir trop cher, dans le système d'une IA, qui, au fond, veut continuer à maximiser son rendement. Vraiment très intéressant, c'est que le conflit de légitimité, nous allons le perdre. Hein, nous ne serons pas plus légitimes dans les 6 prochaines années à travailler sur l'agriculture qu'on ne l'a été depuis 15 ans. Donc je pense qu'il ne faut pas vouloir plus de légitimité dans ce registre-là. Il faut aller chercher une forme d'illégitimité ailleurs. Ça, c'est vraiment mon sentiment de plus en plus prégnant. En fait, je pense que la question agricole va être mieux traitée quand on va sortir des ornières, quand on va sortir des champs, quand on va sortir des cases qui nous sont un peu prédestinées. Ça, pour moi, c'est de plus en plus évident. Alors, petit mot sur la question de la concurrence avec les EPCI. Parce qu'on a écouté beaucoup de gens pendant cette étude dans les parcs, autour des parcs, des gens qui promeuvent les parcs et ça. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un mouvement institutionnel, les parcs ont eu peur de cette concurrence. Le pire du pire, ça a été au moment de la décentralisation. En 81 et 82, en 82 et 83 plutôt, les PNR ont écrit des textes en disant ça y est, on est mort, on va disparaître. Les communes arrivent avec la puissance, on va disparaître. Mais beaucoup plus. Et encore, la crainte était encore plus forte. Stéphane, tu t'en souviens ? C'était vraiment très net, c'était vraiment très, très, très redoutable. Ça. Et puis à chaque fois qu'il y a eu un truc, les parcs ont eu peur. Et plus ils ont eu peur, un peu leur logiciel, plus ils ont eu peur, plus ils craignent un peu, et plus hop, ils font un petit pas de côté et ils deviennent indispensables. Les PNR, c'est quand même ça qui est extraordinaire, c'est que vous êtes insubmersibles. C'est pour ça que moi je plaide pour que vous n'ayez jamais de statut propre. Parce que le jour où vous aurez un statut propre, donc comparable et concurrentiel, avec des statuts institutionnels forts, bah vous serez attaqué et vous serez toujours le pot de fer. Contre vous serez le pot de terre contre le pot de fer, donc vous perdrez. Donc moi je pense, je sais qu'avec Eric Bruard on n'est pas d'accord là-dessus, lui il dit ce serait bien qu'on ait un établissement public qui s'appelle PNR, notamment pour pouvoir prélever de la taxation écologique. Enfin, effectivement, vous auriez une TA, vous auriez une part de la TA, taxe d'aménagement qui finance les CAE et les ENS des départements, vous auriez une part de ça parce que vous seriez établissement public à vocation écologique, ou à vocation de transition écologique, c'est sûr que vous seriez plus confortable financièrement. Alors, ok, financièrement, qui a des problèmes pour payer son salaire ? Enfin, qui sait que son parc est vraiment tendu sur la question financière pour justifier... Le directeur est obligé de... Ah, c'est marrant, alors là, je suis étonné, là. Je pensais que tout le monde avait allé lever la main. C'est pas que c'est tendu, c'est qu'on va aller chercher de l'argent. Oui. Oui. On appelle un projet, donc c'est ça. Une sorte de tension. Et vous la sentez ? C'est ça. Qui est vraiment tranquille en disant ouais, financièrement tout va bien, j'ai plein de programmes qui sont déjà préfinancés, ça. Ouais. Jean-Luc, le cador. Mais c'est vrai, il a raison en plus. Ça s'appelle la retraite. C'est pas sûr. Et ça s'appelle le Vercors. Jean-Luc est un des premiers que j'ai été voir quand je suis arrivé à mon poste. Je me disais, c'est quoi ce métier ? Ah, je suis allé le voir, il m'a rassuré. Ok, je reste. Donc, tout ça pour dire que la question de la légitimité par l'argent, effectivement, elle va être un peu déterminante. Donc, moi, j'ai une proposition à vous faire, que je vais mettre juste avant la pause. Donc il me reste 3-4 minutes, je fais la proposition, après je me sauve comme ça, ça va vous gronder un peu, et puis si vous voulez me démonter la tête juste après la pause, c'est possible. Pardon ? Bloquer les portes. Non, je reviens un premier point, je reviens. Mais avant de dire ça, je voudrais dire qu'il y a d'autres éléments qui sont un peu déterminants dans l'actualité, qui justifient qu'il va falloir travailler sur la question agricole alimentaire d'une autre manière. La première chose, c'est le renouveau de l'aménagement du territoire. Un renouveau probablement très profond, assez radical, et surtout qui est pour l'instant impensé, et qui va être déclenché par le ZAN. Parce que le ZAN est un impensé. Hein. C'est quoi le ZAN ? Le ZAN, pardon, zéro artificialisation nette. Pardon, excuse-moi, tu as raison, il ne faut surtout jamais parler en acronyme. Donc c'est en fait, alors la petite histoire du ZAN, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un dispositif qui était en place dans le programme du premier candidat à la présidence de la République écologique, il y a 30 ans.
lutter contre l'artificialisation. Personne n'avait jamais travaillé dans ce parti-là politique sur qu'est-ce que ça voulait dire, mais ça sonnait bien. Donc c'était dans le programme des Verts depuis tout le temps. Bon, puis c'était là, ça traînait. C'était sans trop savoir vraiment ce que ça voulait dire. La FNSEA se rend compte qu'il y a un truc agroécologique, il va falloir parler d'écologie, donc ils repèrent ce truc-là, et ils repèrent un truc terrible, extraordinaire, et ils disent, les écolos, ils disent, il y a un département, c'est quoi, c'est un département tous les 10 ans, vous avez entendu ça? C'est quoi le truc? Un département, fallait qu'il y ait un département qui nous paraît. Ceci est faux, monsieur Le Draff, chers collègues fonctionnaires. Je m'avais posé une question, j'ai répondu. Ouais. Non mais c'est incroyable, le ministère de l'Agriculture, jusqu'à il y a un an, a publié un truc qui est faux, qui est une erreur d'une règle de 3. Quand on a vu qu'il publiait ça, moi j'ai fait tout de suite une note, on a fait faire une note avec plusieurs. Je crois non, on n'a pas fait une note au corps, mais on a dit, mais c'est fou là! On est où là? On n'est pas au XVIIIe siècle, quoi, c'est pas des sociétés savantes. Un département tous les 10 ans partirait à l'agriculture, partirait à l'urbanisation. Ça veut dire que depuis 10 ans, on aurait perdu. Mais raisonnons. Donc ils ont juste permuté 2 chiffres. On perd l'équivalent d'un département tous les 10 ans en SAU. Et l'augmentation du rythme d'urbanisation est effectivement notable. On n'est pas tous d'accord dans ton calcul, 0,35, 0,52, 0,58. DPU, droit à production unique. Oui, maintenant, ça fait 3 fois qu'ils changent le nom, mais à moi on ne me le fait pas. La DPU, c'est un pur scandale. Tout le monde connaît la DPU? On fait les quotas, on se plante. On fait une production à l'hectare, on se plante. Dans les 2 cas, on n'arrive pas à ce qu'on veut, c'est-à-dire réguler la production et la productivité. On n'y arrive pas. Ni avec une méthode, ni avec une autre. Donc par défaut, avec la crainte de voir le budget européen repartir pour d'autres choses plus efficaces, parce qu'on n'était pas efficace avec ce budget européen, la FNSEA, excusez-moi, j'ai un petit truc, vraiment, la FNSEA et les OPA décident de prendre l'année de référence précédente, donc on n'a plus action dessus, ceux qui ont touché X, l'année prochaine, si cette surface-là est maintenue ouverte, vous touchez X, quel que soit ce que vous produisez. Quel que soit ce que vous produisez. Donc la DPU, c'est un petit document un peu chiant à remplir, qui s'est complexifié en plus, donc il faut un agriculteur un peu aidé, parfois un peu aidé, enfin en tout cas pas analphabète, il n'y en a plus. Mais globalement, il faut des gens qui aient vraiment envie de toucher du pognon. Mais quand on a compris ce que c'est que la DPU, mais on arrête de produire, il faut être fou. Donc il y a un nombre incalculé d'exploitations qui ne produisent plus rien, qui ont gardé leur statut d'exploitation juste pour toucher à la DPU. Moi j'ai essayé de le mesurer, impossible à mesurer. Aucune statistique. Agreste est bourré de statistiques, mais pas celle-ci. Vous savez comment est-ce que j'ai trouvé de l'estimation? En allant voir les vendeurs de super tondeuses. Ils ont fait du chiffre d'affaires là, après la DPU. Ouah, eux ils sont goinfrés. Les gens ont vendu leurs tracteurs et leurs charrues, ils ont acheté des machins qui s'appellent des super tondeuses, ils passent 2 fois par an, ils vont habiter en ville, ils vivent grâce aux revenus de madame, ou de monsieur, enfin du conjoint, ils touchent leur DPU et ils font d'autres activités. Désolé, j'ai un frein. C'est une bonne raison pour partir. D'accord? Donc ça, on ne sait pas combien. C'est peut-être 60 000, peut-être 80 000. Ok, donc DPU, scandale absolu, et qui est prolongé, un peu amélioré, mais scandale absolu. Donc, aménagement du territoire par le ZAN, parce qu'il y a eu un truc étonnant, la profession agricole et l'argument écologique se sont regroupés là, et ils ont dit, oh là là, un département tous les 10 ans, c'est trop dangereux, il faut faire quelque chose. Donc, nouvel aménagement du territoire produit par une ZAN non pensée. On l'a fait voter, mais on ne savait pas si c'était applicable. Et ça n'est aujourd'hui pas applicable. La semaine prochaine, c'est voté en 2e lecture à l'Assemblée nationale. Ils ne savent toujours pas exactement comment ça va être appliqué. Donc ça va produire progressivement un truc extraordinaire, notamment, potentiellement, là aussi on ferme, on va peut-être spolier la rente foncière en France. On va peut-être être obligé de dire aux grands... oui, ça en fait tomber le téléphone. C'est les personnes qui possèdent beaucoup de terres qui valent cher, on va peut-être un jour dire avec le ZAN, tac, ça vaut plus rien. Donc faire disparaître de la rente foncière. Comme on a fait apparaître de manière débile de la rente foncière pendant 50 ans, simplement en rendant urbanisables des champs et en se faisant réélire par ça. Donc là, il y a un truc extraordinaire qui est par le foncier, il faut faire se payer le ZAN, et le ZAN est très vertueux du point de vue de l'électorat des villes. C'est très clair que les villes veulent se verdir, donc pour verdir les villes, il va falloir déconstruire les villes, il va falloir dédensifier les villes, et donc densifier ailleurs, puisqu'on ne va pas pouvoir construire en artificialisant. Donc il y a plein de vertus dans cette loi ZAN, plein de vertus, sauf qu'on ne sait pas encore comment faire. Donc pendant les 3, 4, 5 années qui vont venir,
toutes les propositions qui vont participer à rendre possible le ZAN, et qui viendront de l'agriculture et de l'alimentation, seront attrapées bras ouverts par tout le monde. Donc pour moi, là, il y a un agenda. Mais ça ne va pas booster la spéculation immobilière, quand même, de ceux qui ont... Ça va, pas, moi, des la zones booster. déjà urbanisées, à rénover, etc. Est-ce que ça ne va pas booster la rénovation, par exemple? Alors ça va booster la rénovation et la réhabilitation, ça c'est certain, mais dans des proportions telles que ça sera... Enfin, le marché ne pourra pas le prendre. Donc forcément, il va falloir des règles de compensation, enfin c'est pas des compensations, des règles pour faire autrement, et notamment en faisant disparaître le prix du foncier. Et pour ne rien vous cacher, hier on était avant-hier on était dans un grand machin, les 30 ans de la loi paysage avec le ministère de l'écologie, avec la Bérangère Couillard qui était là, etc. Enfin il y avait tout le beau monde qui était là, qui disait mais demain la terre ne vaudra plus rien parce qu'elle sera invendable. Et on va aller vers, et il y a des grands patrons, notamment des grands patrons de droite, donc qui sont pas a priori et qui vont gouverner bientôt, enfin des gens qui disent, bah oui, nous, enfin ils vont continuer à gouverner, je veux dire. Donc ils disent, oui, ok, on va arrêter de penser qu'il faut gagner de l'argent avec le foncier. Et on voit des gens qui sont en train de réfléchir sur ce registre-là. Donc si le foncier agricole n'a plus de valeur, parce qu'il n'est pas cessible, parce qu'il n'a plus qu'une valeur d'usage, il n'a plus qu'un usufruit, quelque chose va être modifié profondément. Et si on ne verdit pas les villes vont se vider, vont continuer à se vider encore plus vite. Donc les classes pauvres continueront à être prisonniers des villes, mais les classes moyennes vont aller chercher les parcs. Et ça va s'accélérer. Voilà. Donc les villes vertes, c'est crucial. Parce que ça, on ne sait pas faire, hein. On ne sait pas redensifier les campagnes, enfin. Donc il faut garder des villes, mais il faut les verdir. C'est bon? Vendez votre prestation aux villes. Produisez de l'extraterritorialité. Si les parcs arrivent par de l'extraterritorialité à dire on a été inventé en 1967 pour fabriquer des choses qui servent à tout le monde, ok, donc acte, c'est maintenant que ça commence. Arrêtez de travailler pour vos élus, vos territoires, vos communes, vos agriculteurs, seulement. Profitez de ça, parce que c'est ça votre légitimité, mais moi je trouve qu'une structure de parc, alors je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai même dit à la tribune d'un des congrès, donc je ne peux pas me dédire maintenant, c'est fini, je suis parti. Je pense qu'une structure de parc, ça devrait être une centaine de personnes, dont une trentaine qui travaillent pour le territoire, en mode incubateur, expérimentation, test, et les 70 autres qui disent « Ah, ça marche !» Hop, extrapolation, extraterritorialité, et on le vend à ceux qui ont de l'argent. On vend notre dispositif, notre solution, qui sera tamponnée avec l'étoile verte, hein, étoile blanche sur fond vert. Et donc il y aura des petites étoiles blanches sur fond vert sur plein d'expériences partout. Il y aura des communes qui seront rattachées à PNR, sans être d'un PNR nommé, territorial, parce qu'elles auront adopté le truc, elles seront peut-être isolées dans un coin, et puis des villes, et tamponner Grenoble. Je pense que Grenoble c'est un premier client. Hein. Et vendez-leur super cher, 2 fois votre prix. C'est ça à mon avis. Alors ça c'était juste pour être provocateur, après la pause on aura un jeu de questions. Et donc je termine dans... faut pas vendre n'importe quoi bien sûr, mais moi ce que je trouve très intéressant dans vos expériences, de ce que j'ai compris, lu, et de ce que je vais encore plus apprendre grâce aux étudiants qui viennent de produire un travail absolument extraordinaire de synthèse, pour lequel moi j'aimerais bien avoir de la donnée quantitative. Si on avait de la donnée quantitative systématique à partir de leurs fiches, là on pourrait s'en servir très justement, hein. Je pense que ça nous ferait le plus grand bien. Mais moi ce que je pense c'est qu'il y a 2 choses, 2 mantras. Le premier c'est il faut cultiver partout. Il ne faut surtout pas cultiver que dans la SAU. Il faut recultiver les forêts. Il faut absolument couper beaucoup d'arbres. Il faut zigouiller la forêt. La forêt est vraiment dans un sale état. Il faut vraiment s'en occuper. On n'a jamais été autant boisé en France. Donc il faut planter des arbres dans les villes, et il faut planter des serres dans les villes, il faut planter de l'arboriculture dans les villes. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose qu'il va falloir réinventer. Et fabriquer de l'agriculture urbaine, ça ne sera pas avec des tracteurs. Hein. Je ne pense pas. Donc cultiver partout dans les villes, dans les bois et dans les endroits où c'est pas prévu pour cultiver, et cultiver avec tous. Et dans cultiver avec tous, bien sûr, je ne sais pas exactement si je parle d'agriculture ou de culture tout court. Il me semble qu'il y a quelque chose qui se joue, qui est de l'ordre du culturel, si on fait dire à tout le monde, vous êtes tous partie prenante d'un principe de reconquête de l'alimentation, et vous n'allez pas faire que cultiver des tomates cerises sur votre balcon, mais si vous avez un peu de temps, parce que vous êtes au chômage, vous allez cultiver des tomates cerises pour tout le quartier. Ça sera bénévole. Et en échange, on vous fera un hug, parce que vous aurez rendu heureux le matin. Quand on ouvrira le frigo, on pensera à notre voisine qui aura cultivé des tomates cerises pour tout le monde. C'est un petit peu naïf ce que je viens de dire, mais c'est le principe de cultiver par tous et pour tous. Voilà.
on va avoir un débat assez chaud.